Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Et d'ailleurs, le sujet que nous mettons à l'ordre du jour au cours de cet autre entretien sur votre télévision, c'est l'égyptologie. Le terme égyptologie désigne un champ d'études privilégié dans certaines branches des sciences humaines, archéologie et sans oublier l'histoire. Ce champ d'études s'intéresse spécifiquement à la zone géographique dénommée l'Égypte. C'est sur le continent africain. Aujourd'hui, et couvre habituellement, on va le dire ainsi, les périodes pré-pharaoniques et sans oublier les périodes antiques. Pour mieux approfondir la question et surtout décrypter et analyser le mot égyptologie, pour parler justement de ce terme, nous recevons sur ce plateau le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est professeur d'université, il est astrophysicien et surtout, il est enseignant-chercheur. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, heureux d'être sur cette chaîne Panafricaniste TV pour la première fois en direct. Très heureux de vous avoir également sur notre plateau. Merci. Justement, nous parlons de l'égyptologie. C'est quoi finalement l'égyptologie? On en parle tellement depuis un bon bout de temps. En fait, l'égyptologie, c'est comme on pourrait dire la syrologie. La syrologie s'intéresse à cette région, comme tu l'as dénommée pour l'Égypte, qu'on appelle la Syrie. Oui. Ça, c'est au Proche-Orient. Maintenant, l'égyptologie, c'est la région, comme tu l'as dit, en Afrique qu'on appelle l'Égypte. Mais précisément, il faut dire l'Égypte ancienne. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si on entre dans la période romaine, on va s'arrêter à la dynastie des Ptolémées avec Cléopâtre. Oui. On n'ira pas en dessous. Donc, on ne va pas appeler égyptologie lorsque ça concerne, par exemple, l'Égypte chrétienne, ou alors l'Égypte occupée par les Turcs, ou alors plus tard la colonisation anglaise. Ça n'est plus de l'égyptologie. Donc, l'égyptologie s'arrête dans l'Antiquité jusqu'à la dernière dynastie indigène, la 30e, plus les dynasties grecques qui ont suivi. Est-ce une science finalement, l'égyptologie? Oui, c'est une science, puisque une science, c'est juste un savoir. Mais c'est une science dans laquelle beaucoup d'autres sciences sont impliquées. En fait, il y a l'archéologie, tu l'as dit tout à l'heure, il y a même la géologie, il y a la linguistique, il y a même la chimie, et la physique nucléaire pour les datations. Il y a toutes sortes de choses qui intéressent. Par exemple, si on trouve des objets en bois, pour étudier le bois, il y a des spécialistes du bois. Est-ce que ça sert justement aujourd'hui de fouiller, d'avoir une science qu'on appelle l'égyptologie? Est-ce que ça sert finalement aux Africains? Alors, c'est vrai que c'est une science qui est définie par les Occidentaux. Voilà. Il y a une école allemande d'égyptologie, il y a une école française d'égyptologie, il y a une école anglaise d'égyptologie, il y a une école même russe d'égyptologie. Les Occidentaux, disons les étrangers, il y a une école américaine d'égyptologie, il y a même une école japonaise d'égyptologie. Donc souvent, ce sont des étrangers, c'est vrai. Et il y a aussi une école maintenant africaine d'égyptologie, puisque déjà en Égypte même, le territoire qu'on appelle l'Égypte, il y a des égyptologues égyptiens, il y a des égyptologues soudanais, et il y a les égyptologues maintenant du reste de l'Afrique. Donc en particulier, nous avons le plus célèbre de tous, il y en a deux même très célèbres, il y a Cheikh Anta Diop, il y a Théophile Obenga, à Dakar, il y a toute une école d'égyptologie en Afrique noire à Dakar, avec les gens comme Aboubakri Moussalam, Aboubacar Sall, Nissir Sarr et d'autres même dont je ne connais pas bien les noms parce que je ne les ai pas connus personnellement, mais il y a maintenant toute une école d'égyptologie en France. Et je pense à Yopo Krika Sommet. Il y a d'autres égyptologues, il y a le feu Alain Ancelin, il y a celui qui nous a quitté ici au Cameroun, Doukaya, qui était mon professeur de langue égyptienne. Oui. Bon, il y a beaucoup d'égyptologues maintenant de par le monde en Afrique. Alors, l'intérêt pour les Africains, c'est que, contrairement aux autres qui viennent en dehors de l'Afrique, nous, c'est les fondements de nos sociétés d'aujourd'hui. Les fondements de la société africaine d'aujourd'hui. Lorsqu'on veut des attestations, les plus anciennes, on remonte à l'Égypte. Et des attestations écrites en particulier. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Voilà, même si on n'a plus de documents écrits. Mais si on veut des documents écrits et on cherche la tradition africaine la plus ancienne, l'Égypte est incontournable, l'Égypte ancienne. Et quand on parle justement de l'Égypte, est-ce pour mieux comprendre l'Afrique ou alors c'est pour dire au monde entier que l'Afrique est justement le continent mère de l'humanité? Non, si c'est pour parler du continent mère de l'humanité, On n'a pas besoin de l'Égypte. Non, parce qu'il y a des pays dans lesquels on fait plus de fouilles et qui nous donnent des fossiles et des enseignements
beaucoup plus importants. Je pense à l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, même l'Afrique du Sud. Ça, c'est des pays, même le Tchad avec Toumaï. Si on veut vraiment remonter au plus ancien des anciens, c'est Toumaï, au Tchad. Et bon, là, l'Égypte, l'Égypte est accessoire, vous voyez. On ne parle pas beaucoup d'Égypte à ce moment-là. D'abord parce que le peuplement même de l'Égypte ancienne s'est fait à partir de l'Afrique centrale. Ce sont les ancêtres des Égyptiens directs, sont Les Africains de l'Afrique centrale? De la RDC, Oui. République démocratique du Congo aujourd'hui, qui remonte le fleuve Nil en passant par le Soudan. Et ensuite, les Soudanais, eux, maintenant, ils donnent naissance à ces Égyptiens anciens. Là. Donc, jusqu'à preuve de contraire. L'Égypte n'est qu'un terminus de l'Afrique, hein, parce qu'après, on sort de l'Afrique. En fait, quand on parle toujours de l'égyptologie, beaucoup de personnes s'agrippent à un mot hiéroglyphe. Pourquoi? Alors, les hiéroglyphes, bon, est-ce que je peux d'abord expliquer le mot Égypte même? Allez-y. Parce que les Égyptiens anciens ne s'appelaient pas Égyptiens. Le pays égyptien s'appelle Taméri, la terre bien-aimée, ou alors Kemet, c'est-à-dire, en fait, Kemet, ça veut dire le pays des Noirs, Oui. parce que les habitants étaient noirs. Les habitants, c'est ceux qui sont noirs, les Kemtiou, ceux qui sont noirs, voilà. Et maintenant, le mot Égypte même est une déformation. Je sais que ça se discute beaucoup, mais moi, la meilleure explication que j'ai trouvée par rapport au texte égyptien, c'est la ville qui s'appelle aujourd'hui Coptos. Coptos. Coptos, elle est au nord de l'Égypte. Voilà. Coptos, vous voyez le lien avec les Coptes, qui donne Copte. Oui. Le mot Copte pour désigner les Égyptiens de religion chrétienne. Copte. Et qui d'ailleurs, dans leur liturgie, utilise une langue qu'on appelle le copte, mais qui n'est plus parlée couramment, puisqu'elle a été interdite à partir du 5e siècle par Théodose, quand il a fait fermer tous les temples égyptiens qui étaient encore existants. Voilà, pour le bénéfice du christianisme. Et du coup, la langue copte qui se parlait couramment s'est perdue aussi, mais c'est resté dans la liturgie chrétienne. Et donc, ces coptes-là, le nom est lié à la ville de Coptos. Maintenant, la ville de Coptos, dans l'ancienne Égypte, s'appelait Gebtiou. Et Gebtiou, c'est un nisbé. Nisbé, c'est un mot d'origine arabe, mais qu'on utilise pour qualifier une façon de fabriquer un nom à partir d'un adjectif, parce que ça se fait dans la langue arabe. Vous voyez, cette discipline étant introduite par les étrangers, il y a des mots étrangers pour qualifier des choses qui nous sont bien africains. Oui. Mais bon, on va faire comme tout le monde, on va appeler ça un nisbé. Donc, c'est-à-dire que de Geb, la ville, on fabrique Gebtiou, le nom du dieu Geb, je vais dire, Geb, le dieu de la terre. Oui. On fabrique Gebtiou, des gens de Geb, et Gebtiou donne Coptos. Coptos, copte. Coptos, la prononciation grecque. Voilà. Donc ça, c'était pour le nom égyptien. En d'autres termes, ce serait un nom autochtone qui a continué à désigner la ville au nord de l'Égypte, Gebtiou, qui renvoie au dieu Geb, le dieu de la terre, et qui maintenant est devenu un nom commun. On dit Égypte, 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 voilà. Mais les Égyptiens eux-mêmes ne s'appelaient pas comme ça. Maintenant, les hiéroglyphes, ça c'est un mot qui est d'origine grecque. Ça vient de hiéroglyphein, c'est-à-dire les caractères sacrés. Quand on dit hiératique, hiéro, tout ça, là, ça dit sacré. Oui. Et glyphein, c'est gravé. En fait, c'est les gravures sacrées, voilà, ou divines, si on veut. Alors, donc, mais les Égyptiens appelaient leur écriture Médou Néter. Médou veut dire, oui, Médou c'est la parole. Oui. Néter sacré, non la parole sacrée. Et tu sais, Steve, qu'en Afrique, la parole est sacrée. Oui, la parole est sacrée. L'homme, c'est sa parole. Voilà, c'est-à-dire que les Africains, c'est un peuple d'écriture en fait, contrairement à ce que certains pourraient penser et oui, ou dire, et qu'on nous a mis dans nos têtes quand on allait à l'école. Oui. Le continent de l'écriture par excellence, c'est l'Afrique. C'est en Afrique qu'est née l'écriture. Bien sûr, non seulement l'écriture est née là, mais c'est le continent de l'écriture par excellence. Parce qu'en Afrique, on trouve les écritures sous toutes les formes, sur tous les supports, diverses variétés d'écriture. Et encore aujourd'hui, on crée des écritures en Afrique. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Europe. Je ne suis pas sûr qu'un Européen crée une écriture à l'instant où on parle. Mais il y a des chances qu'un Africain crée une écriture. C'est comme une envie, créer des écritures. Donc, l'écriture en Afrique, ça a foison. Et donc, on disait parole sacrée pour dire que, malgré que le continent est un continent d'écriture, mais le plus important dans ce continent, c'est la parole. C'est pour ça qu'on a une tradition de l'oralité. Pas parce qu'on manque d'écriture, mais parce que c'est la parole qui a tout été sacrée. Mais jusqu'à preuve de contraire, on nous a fait... Mais sa parole, c'est la respecter. Écrire, on pourrait bafouer, contrairement à d'autres. Pourtant, les Occidentaux ont déclaré haut et fort que les Africains n'ont pas écrit, puisque leur tradition est orale. Mais c'est faux. La première chose que l'homme écrit d'abord, il ne fixe pas le son, il fixe le nombre. Oui. Et puis, il fait d'abord des signes purement géométriques. Ensuite, il fixe le nombre. Ben, ces choses-là, les plus anciennes, sont en Afrique.
On a l'attestation des deux Ogishango au Congo, il y a 25 000 ans. Nous avons à Lubombo 43 600 ans. Nous avons en Afrique du Sud les deux objets en or rouge qu'on a trouvés là-bas, la grotte de Blombos, c'est plus de 77 000 ans. Donc, et non, l'Afrique a écrit sur tous les supports, sur le papier, Oui. ce qu'on appelle papyrus, Papyrus. mais que les Égyptiens appelaient paper, d'où le mot paper, Oui. d'où même en bas ça, pepa. Pépa. Et Oui. pepa, c'est pas de l'anglais paper, c'est directement paper égyptien. Voilà. Ou la feuille, ipep. Ça, c'est du bassa toujours. Donc, on a écrit sur le papier, on a écrit sur le bois, on a écrit sur les bris de poterie, sur les murs, les bas-reliefs. On a écrit partout. On a toute forme d'écriture. On a aussi écrit avec des cordes, en faisant des nœuds. Pourtant, il y a un chef d'État français, en la personne de Nicolas Sarkozy, qui a déclaré encore il y a quelques années que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Pourtant, c'est l'Afrique qui fait l'histoire. Mais bien sûr, c'est un ignorant par excellence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il excelle dans l'ignorance. C'est un ignorant par excellence qui excelle dans l'ignorance. C'est tout. Il parle d'une chose qu'il ne connaît pas. Il a bavé, c'est tout. Il a bavé, il avait envie de cracher sur l'Afrique, il a bavé. Mais c'est une bêtise. Mais lorsque vous nous donnez justement ces explications, on se rend compte finalement que l'Afrique est au cœur de tout, de l'écriture, puisque c'est elle qui la crée. Bien sûr, oui. Et l'écriture, les Égyptiens ont deux mots pour dire écrire. Ce n'est pas le cas des Européens. Pour dire écrire, il y a sèche. Sèche. C'est chou, les écrits. Sèche. Et il y a deref, écrire aussi. Et c'est deref qui donne tila, en bas ça. Et c'est sèche qui donne chu. Chez les Bamoun, quand on dit chumon, l'écriture des mômes. Oui. Voilà. Et quant aux Européens, ils n'ont pas de mots propres pour dire écriture. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les langues européennes ou occidentales viennent directement du continent africain? Non, je ne parle pas de langue, on parle de l'écriture. De l'écriture. Voilà. Ils n'ont pas de mots pour dire écriture. Ça paraît absurde parce qu'on va dire, oui, mais quand tu dis écriture, tu parles français, tu viens de le dire. Non, stop, 2 secondes. Quelle est l'origine étymologique du mot écriture? Parce que nous, on entend la chose parce qu'on la connaît. Mais oublions, regardons l'étymologie. Écriture vient du latin scriptum, qui est un participe passé, qui veut dire graver, comme gluphine en grec. C'est graver. Mais graver et écrire, c'est pas pareil, puisque en bas ça, pour dire écrire, c'est tila. Et pour dire graver, c'est moite. Ça fait deux mots différents. C'est pas le même mot. Ils n'ont pas de mot pour écriture. D'ailleurs, les Grecs anciens, puisque la plus ancienne écriture connue en Europe, c'est l'écriture grecque. Je ne parle pas chez les Hittites, qui ne sont pas en Europe. Je dis chez les Grecs. Parce que les Hittites renvoient au cunéiforme, et le cunéiforme, c'est le Proche-Orient, on va revenir si tu veux. Mais là, on parle de filiation directe avec l'Égypte. L'écriture grecque leur vient des Phéniciens. Les Cananéens, donc. Parce que les Phéniciens et Cananéens, c'est la même chose. Sauf que Phénicien, c'est dit en grec, alors que Cananéen, c'est dit en sémitique. Mais c'est le même peuple. Voilà. Qui occupe Israël, qui occupe le Liban. Voilà. On peut même pousser ce qu'à la limite, c'est la Syrie, quoi. Donc, les Phéniciens. Et sont ces gens-là qui amènent l'écriture aux Grecs. C'est pour ça les Grecs, quand ils veulent dire écriture, les Grecs anciens, ils disaient les choses phéniciennes. Les choses phéniciennes. Absolument. Pour dire écriture. Oui. Ou alors les caractères phéniciens, pour dire écriture. Ils n'avaient pas de mots propres à eux pour dire écriture. Puisque s'ils disaient gluphane, c'est pas écrire, c'est graver. Et la légende est restée. D'ailleurs, il y a des livres comme Les Métamorphoses d'Ovide, qu'on lit en 6e, en tout cas en France, en 6e. Oui. Ma fille, ma dernière fille, elle avait lu ça. Et dans les Métamorphoses, on parle bien de Cadmos, que les latins appellent Cadmus. Oui. Cadmus. Cadmus, oui. Ou Cadmus, si on veut parler français. Mais sinon, en grec, c'est Cadmos. Et c'est Cadmos qui amène l'écriture aux Européens. D'ailleurs, le mot européen n'est pas européen. Oui, c'est bizarre, hein? C'est pas européen. Europe, c'est la sœur de Cadmos. Donc, c'est une cananéenne que le dieu Zeus a enlevée. La ville de leur papa était le roi d'une ville qui s'appelle Tyr, T-Y-R. Oui. Il y a encore Tyr au Liban aujourd'hui. Et le dieu Zeus, dieu des Grecs, donc, il va là-bas, il enlève la sœur de Cadmos parce qu'elle est belle, quoi. Il l'emmène en Grèce. Donc Cadmos vient en Grèce pour chercher sa sœur. Il n'a jamais trouvé sa sœur. Entre-temps, il a appris aux Grecs au moins deux choses importantes. Premièrement, l'écriture. Deuxièmement, l'agriculture. L'agriculture. Voilà. Donc, après... D'ailleurs, je donne un exemple, si tu me permets. Quand on dit alpha, l'alphabet par exemple, l'alphabet vient du mot, de la lettre alpha et la lettre bêta. Mais alpha, c'est du phénicien, c'est aleph.
Et bêta, c'est du phénicien, c'est bête. D'ailleurs, encore aujourd'hui, en hébreu, bête veut dire la maison. D'où le nom des Falachas, comme les Éthiopiens Falachas, là. Oui. Ils s'appelaient Bêta Israël, la maison d'Israël. Et Gamma, la lettre Gamma, c'est Gamil, c'est le chameau. En arabe, Gamel, Gamma, c'est le chameau. Voilà. Delta, c'est pareil, c'est la lettre phénicienne Dalit, etc. Aucune lettre grecque n'est grecque. Mais finalement, si aucune lettre grecque n'est grecque, elles viennent d'où? C'est-à-dire, De la Phénicie. oui, et l'écriture phénicienne, elle vient du proto-sinaïtique, qui est une forme d'écriture hiéroglyphique adaptée aux populations du Sinaï, mise au point par les Égyptiens. Et donc, le proto-sinaïtique lui-même vient du hiéroglyphe égyptien. Beaucoup d'écritures dans le monde, y compris si on pousse en Corée, viennent de l'égyptien ancien. Donc finalement, on est au cœur d'une écriture qui vient entièrement et totalement du continent africain. C'est que l'Afrique donne l'homme à l'humanité, Oui. depuis les espèces les plus anciennes jusqu'à la dernière version qui existe encore aujourd'hui sur tous les points de la Terre, à savoir l'homme moderne. C'est l'Afrique qui donne l'homme moderne. C'est l'Afrique qui donne les mathématiques. Et c'est l'Afrique qui donne l'écriture, évidemment. Donc voilà Nicolas Sarkozy, bête comme il est. Il dit que l'Afrique n'a rien apporté. Ces trois choses-là ne sont pas importantes pour l'humanité, à commencer par l'homme lui-même. Parce que lui, Sarkozy, l'imbécile, là, au sens latin du terme. Du terme, oui. Esprit suprême, on vous comprend. Donc, est-ce que lui, il existerait si les Africains n'avaient pas existé? Non, puisque ses ancêtres sont africains. Donc voilà une absurdité. J'ai dit les mathématiques, c'est l'Afrique, et l'écriture, c'est l'Afrique. Pour ne pas dire plus. Pour terminer justement sur cet entretien, on revient sur le mot hiéroglyphe. Au départ, tout le monde disait c'est des dessins mêlés à des gravures. Finalement, c'est devenu une écriture. Non, l'hiéroglyphe, c'est une écriture, puisque les Égyptiens ne disent pas hiéroglyphe, ils disent Médou Néter, les paroles sacrées. Ça, c'est une écriture. Par exemple, prenons un exemple. Quand je prends la main, je dessine la main, Oui. et je la coupe là, j'enlève l'avant-bras, juste la main. Ça, c'est la lettre D. Le D. Le D. Oui, le D. Je prends le bras et la main, je coupe au niveau du bras. Donc j'ai juste l'avant-bras et la main, je coupe au niveau du bras. Ça, c'est la lettre E. Ok? Je prends la plume d'oiseau, c'est la lettre I. Je prends le vautour, c'est la lettre A. Je prends la chouette, c'est la lettre M. Je prends ma jambe coupée juste avant le genou, jusqu'au pied là. Ça, c'est la lettre B, etc., etc. Ces lettres existent. Le cobra, c'est la lettre Dieu, de son Dieu. Qu'est-ce qui manque là? Est-ce qu'on pourrait justement assimiler, pour terminer, les hiéroglyphes justement à la langue des sourds et muets? Non, pas du tout. Non, c'est comme tu dis A, B, C, D. Non, non, c'est une écriture. C'est juste qu'elle est monumentale. Donc, elle cherche le joli, le beau. D'ailleurs, ça a évolué. Elle a évolué. Théophile Obenga a fait une étude là-dessus, sur l'évolution de l'écriture égyptienne, dans son livre édité en 1973, L'Afrique dans l'Antiquité, dans lequel il y a une préface de Cheikh Anta Diop, d'ailleurs. Et il compare. D'abord, il regarde la durée mise pour que l'écriture hiéroglyphique mute en une forme plus évoluée qu'on appelle hiératique, qui s'écrit sur le papyrus. Parce que l'hiéroglyphe, c'est resté pour les monuments. Ça fait joli, sur les bas-reliefs. Maintenant, quand on veut écrire les textes de médecine, les textes scientifiques ou simplement la littérature, parce qu'il y a de la littérature en Égypte ancienne, il y a la poésie, tout ça là, et ça, on écrit sur papyrus et c'est en hiératique. Et hiératique même a évolué pour donner le démotique, qui est une forme cursive. Quand on voit le démotique, on pense que c'est l'écriture arabe, alors que c'est l'écriture arabe qui est empruntée au démotique. Vous voyez? Et Obenga a estimé que pour passer d'une écriture à l'autre, puisque la plus ancienne c'est hiéroglyphe, il faut au moins 1000 ans. Voilà. Donc ce n'est pas. Ça, la durée là est caractéristique d'une écriture autochtone et qui évolue par elle-même. Contrairement aux Grecs, chez qui il faut parler de miracle grec, puisqu'ils n'ont jamais inventé d'écriture, on leur a donné clé en main. Autre chose que j'aimerais dire, donc c'est vraiment une écriture que j'aimerais dire sur l'écriture, c'est que pendant qu'on écrit, donc il y a l'administration, Oui. il y a le commerce, il y a les relations diplomatiques, il y a les mathématiques qui se développent avec ça également. Donc, il faut les mathématiques, d'autres sciences également. D'autres sciences également. Donc il faut vraiment comprendre que sur ce point-là, on n'innove pas. Et puis, en termes d'écriture, c'est la plus ancienne du monde. Parce qu'il n'y a pas encore longtemps, il y a encore, quand je dis il n'y a pas longtemps, disons il y a encore 30 ans, on se le disputait, et on le voit encore dans les livres qui n'ont pas été corrigés, où certains prétendaient que c'est la Mésopotamie qui invente l'écriture. Or, comme l'écriture mésopotamienne qu'on appelle le cunéiforme ne ressemble pas, et elle n'est écrite que sur un seul support, à savoir les tablettes en argile, Oui. hein, elles sont molles d'abord, mouillées, molles, et ensuite on les laisse sécher.
Voilà. L'écriture égyptienne, elle est sur beaucoup d'autres supports, papyrus, bois, ostraca. Ostraca, c'est les poteries qui se brisent et puis On écrit il dessus. faut économiser le papier, évidemment, pour faire écrire là-dessus. Oui. Voilà. Et voilà, sur tous les supports, y compris le papyrus. Le papyrus, c'est du papier. Hein. Le papier, c'est comprend une certaine plante, là. Il y a toute une technique pour déposer, mettre dans l'eau, laisser pendant des semaines. Enfin, c'est du papier. Voilà, ils prennent des coupes, on vend ça. On écrit là-dessus. Et alors, ils écrivent en rouge. C'est pas nous qui inventons ça. Hein. Il y a l'encre noire, mais il y a l'encre rouge quand c'est important. On écrit en rouge. Quand c'est important, c'est en Oui, rouge. oui, c'est pas nous qui inventons, c'est connu déjà en Égypte ancienne. Donc les travaux qui remontent à un peu plus d'une vingtaine d'années, puisque c'est dans les années 90 que Günther Dreyer le fait savoir. Günther Dreyer, c'est un archéologue égyptologue allemand. Il découvre dans la ville de Abydos, que les Égyptiens appelaient Abdjou, parce que là aussi, quand on dit Mekérinos, c'est pas égyptien, il s'appelle le pharaon, c'est Menkaure. Menkaure. Quand on dit Amenophis, c'est pas égyptien, c'est Amenhotep, c'est des noms bien africains. Quand on dit Isis, non, c'est Aset, etc., etc. C'est-à-dire que les noms même sont déformés, quoi. Quand on dit Osiris, c'est Osir, c'est pas Osiris, c'est Osir. Quand on dit Horus, c'est Hor. Les Wolofs comprendront Hor. Hor, Gor, en Wolof, c'est l'homme. Oui. Mais Horus, c'est Hor, voilà. Et donc, cette forme d'écriture, on l'a datée. Ce n'est donc pas la Mésopotamie qui est la forme la plus ancienne. C'est, d'après les travaux de Günther Dreyer, les tablettes qu'il a trouvées à Abydos. Abydos, qui est la ville d'Osiris. Abdjou, ça veut dire la ville de l'éléphant, en fait. Oui. Abdjou. Voilà. Bon, les Grecs, ils ont dit Abydos. On a trouvé des tablettes. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir été avec nous ce matin pour cette autre édition de votre entretien sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet entretien. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur la chaîne de télévision Panafricanist TV.